bienvenue sur ce Facebook Live spécial Parcoursup. Alors aujourd'hui nous allons plus précisément parler des écoles d'art et du spectacle vivant, comment y accéder, quelles sont les compétences attendues et quelle est la procédure d'inscription. On verra tout ça avec nos intervenants. Et d'ailleurs, si vous, de votre côté, vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. C'est Joséphine, notre community manager, qui se chargera de me les transmettre pour que nos intervenants puissent y répondre. Et justement, en parlant de nos intervenants, nous accueillons aujourd'hui Hélène Thompson. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes chef de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en charge de l'orientation du scolaire vers le supérieur. Tout à fait. Et à vos côtés, Didier Bruno. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du bureau en charge de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, mais cette fois au ministère de la Culture. Alors merci à tous les deux d'être présents. On va donc rentrer dans le vif du sujet en présentant peut-être déjà les différentes formations artistiques qui existent, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est quand même assez vaste. Lorsqu'on cherche une formation artistique sur Parcoursup, on obtient plus de 650 résultats. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur toutes les formations artistiques qui sont accessibles juste après le bac? Tout à fait. Alors vous avez bien fait de spécifier qu'il y a plus de 600 formations, parce que le spectre de ce que l'on appelle les métiers artistiques est très large. Donc une formation artistique, c'est une formation qui permet de préparer des métiers dits artistiques et ou culturels, mais au sens large. Donc l'architecture, le patrimoine, les arts plastiques, le spectacle vivant, le cinéma, l'audiovisuel. C'est un ensemble très vaste et ça peut aller du BTS, du DNMAD, à une licence, en passant par toutes les écoles d'art et du spectacle qui existent sur notre territoire. Alors, est-ce qu'on peut donner un petit peu plus de précision entre la différence entre ces écoles qui sont assez peut-être spécifiques par rapport aux licences ou au BTS? Vous avez parlé de DNMAD aussi, est-ce qu'on peut donner plus d'explications? Tout à fait, donc déjà ce sont des diplômes qui donnent, alors peut-être déjà dire que sur la plateforme, il existait déjà depuis 2018 un grand nombre de formations. C'était nos fameux DNMAD et les BTS, donc on est dans le domaine du design, qui vont délivrer un grade de licence. Par ailleurs, il y a les licences artistiques où on est sur, on va dire, un domaine plus large, où on n'est pas vraiment au cœur même peut-être de la création, notamment en ce qui concerne le spectacle vivant. On n'est pas dans ces écoles-là. Mais on peut justement faire une de ces formations-là et ensuite décider de basculer dans une école. Et ensuite, on a un spectacle très large aussi parce que c'est du domaine public, les DNMAD, les BTS, les licences. Et il y a aussi des écoles privées qui intègrent de façon assez nombreuse cette année la plateforme. Donc vous avez parlé d'écoles privées, est-ce qu'il y a aussi des écoles publiques? On parle beaucoup des écoles supérieures d'art. Bien sûr, et les écoles supérieures d'art donc intègrent aussi la plateforme. Alors on verra par la suite de quelle manière ces formations et ces écoles sont intégrées dans la plateforme. Mais en effet, les écoles d'art intègrent la plateforme Parcoursup. Alors justement, il y a peut-être deux choses à prendre en compte. Certaines formations, la plupart quand même, sont présentes sur Parcoursup. Certaines juste à titre indicatif. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu pourquoi, comment on se repère sur la plateforme? Tout à fait. Alors on est sur une entrée progressive, un affichage progressif sur la plateforme. Certaines écoles étaient déjà présentes, on en a parlé. Cette année, on intègre une nouvelle offre. Donc on intègre totalement sur la plateforme 10 nouvelles écoles privées qui relèvent du ministère de l'Enseignement supérieur. On intègre 2 écoles de l'agriculture. Quand on dit agriculture, ça peut faire sourire, mais justement tout de suite on pense paysage, paysage et patrimoine. Et on intègre aussi totalement dans la plateforme 3 écoles qui relèvent du ministère de la Culture. Après, les autres écoles qui relèvent du ministère de la Culture, et mon collègue en parlera plus longuement, je pense après, sont sur un affichage. Donc on affiche les attendus, les critères d'examen, vraiment ce qui est attendu de la part d'un candidat. Mais après, pour la partie inscription, on va se référer au site de l'établissement qui va donner les dates de concours. Parce que quand on intègre une de ces écoles-là, il y a des concours qui sont sur un calendrier un petit peu différent du nôtre actuellement. Ça veut dire qu'on peut vraiment les trouver sur Parcoursup dans la barre de recherche. Mais une fois qu'on clique dessus, ça nous redirige vers le site de l'école. Tout à fait. On a d'abord vraiment un affichage large par contre de ce qui est attendu de la part du candidat. Il va pouvoir se renseigner sur les compétences, les capacités qu'il doit avoir afin d'intégrer une de ces écoles. Ces fiches détaillées qui sont développées sur Parcoursup, elles sont importantes pour les candidats? Je pense que c'est une information qui est essentielle parce que c'est cette information-là qui va donner au candidat
vraiment l'information qu'il doit avoir en premier lieu pour me dire est-ce que cette école est faite pour moi, quels sont les attendus, est-ce que j'ai de l'imagination, de la créativité, est-ce que j'ai le sens du graphisme si je vais intégrer une école d'architecture. Ces attendus sont donc essentiels pour un candidat avant de faire ses choix et ses vœux ou avant de se diriger vers une de ces écoles. Alors, on a une première question d'un internaute qui demande s'il faut avoir une bonne moyenne pour intégrer une école d'art. Il est en bac L. D'accord. Alors moi, je préfère toujours parler plutôt de capacité avant de parler de notes et surtout de motivation. Pour intégrer n'importe quelle formation, que ce soit artistique ou autre, c'est d'abord la motivation du candidat qui va être essentielle. La motivation et l'engagement, parce que quand on s'engage dans un cursus artistique, il faut aussi de l'engagement. De l'engagement dans son projet et envie d'aller vers une de ces formations. Si on a une motivation, si on a par ailleurs une pratique, je pense que c'est un plus, voire essentiel pour certaines écoles, plus de l'engagement, ça va compter autant que la moyenne des notes. Surtout pour certaines écoles qui vont regarder justement à côté de ça, quelle est la pratique artistique du candidat et pas que la pratique, on va dire, scolaire, bien que quasiment toutes les écoles demandent, et je pense que c'est essentiel de le rappeler, des attendus sur leur niveau de français, voire même des langues étrangères. D'accord, parce que là justement c'est un futur bachelier littéraire. Est-ce qu'il y a un profil particulier que vous recherchez dans les écoles d'art par exemple? Il faut un esprit de créativité, une ouverture intellectuelle assez large, une capacité à travailler en collectif, une capacité à travailler en mode projet, à pouvoir se remettre en question régulièrement. Pour une école d'art, voilà, il faut effectivement déjà avoir eu un parcours antérieur, mais ce n'est pas obligatoire. Entendons bien, contrairement au spectacle vivant, si vous l'intégrez, si vous voulez devenir un artiste, interprète en musique ou en danse, il faut avoir déjà traversé tout le cheminement d'un conservatoire territorial. Donc si vous avez déjà 6 ans à 8 ans de pratique avant de pouvoir entrer dans un conservatoire national supérieur de musique et de danse. Alors là, j'ai une maman qui parle de son fils Alexandre qui est en 3e et son fils donc souhaiterait travailler dans l'audiovisuel. D'après vous, quelles sont les options à choisir au lycée? Est-ce qu'il faut choisir l'option cinéma et audiovisuel? Est-ce que c'est un plus d'après vous? Déjà, je voudrais féliciter Alexandre et sa maman de se préoccuper de ces questions-là dès l'âge voilà, de 3e, parce que c'est vraiment notre politique aujourd'hui de dire aux jeunes prenez vos 3 années de lycée qui vont être devant vous pour justement vous familiariser et vous créer un projet. Donc déjà, se poser ces questions-là en 3e, c'est vraiment un plus. Est-ce qu'il y aura des choix d'enseignement de spécialité déterminants pour telle ou telle formation? Non. Bien au contraire, on revient sur la question de la motivation. Et justement, l'objectif de la réforme du lycée, parce que la question qui est derrière, c'est celle-ci, c'est plutôt de diversifier les profils des jeunes, justement, pour que les écoles, pour que les formations universitaires, pour que les diplômes puissent recueillir vraiment des profils diversifiés. Et ne plus justement se dire, bah, c'est que si j'ai été en la série L, puisqu'elle existe encore, avec une formation artistique, que je vais être prise dans une de ces écoles. Notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles de tous les jeunes. Alors, vous parliez quand même tout à l'heure, enfin, on va revenir peut-être sur les compétences que vous attendez. Vous parliez du français, des langues. Est-ce qu'il y a des compétences qu'il faut maîtriser quand on veut rentrer dans une école d'art? Il faut savoir communiquer. Donc on communique par effectivement le pinceau, le numérique, mais il faut savoir être clair dans ses idées et savoir donc les énoncer dans une espèce de logique naturelle. Et donc pour accrocher donc effectivement le regard du professeur et de sa classe, de sa promotion. Donc c'est très important. Si je ramène ça à des compétences plus scolaires, bah évidemment, il y a bien sûr les compétences en matière d'expression écrite et orale en français. Il y a l'esprit de synthèse qu'on demande aux lycéens quand ils rédigent quelque chose. C'est cet esprit de synthèse. C'est de pouvoir travailler en groupe, ce qui est une compétence de plus en plus travaillée au lycée et qui rejoignait ce que disait Didier, c'est-à-dire de pouvoir travailler sous mode projet, en groupe, avoir un esprit collectif, parce que souvent, ce sont des domaines où on va être très peu seul, en fait. Donc ça reste des compétences assez
basique presque, que tout le monde peut maîtriser facilement normalement. Oui, mais avec une ouverture d'esprit et le savoir se remettre en question et comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et toujours rechercher et donc des capacités d'organisation et d'autonomie. D'autonomie, voilà, et d'inventivité et de créativité. Créativité, bien sûr. Voilà. Alors, on a une autre question d'un internaute. Est-ce qu'il y a des diplômes à acquérir pour intégrer les écoles d'art avant? Eh ben non, justement. Si nous intégrons actuellement ces écoles d'art sur la plateforme, c'est parce qu'ils sont accessibles à un niveau post-bac. Ça veut dire qu'on présente notre bac et on peut intégrer ces écoles. Par contre, comme Didier le disait tout à l'heure, on peut demander une pratique artistique pour certaines écoles de spectacle vivant. Absolument, donc en danse et en musique essentiellement, moi en théâtre. En revanche, pour nos écoles, donc je précise, c'est bac ou équivalent. Mais comme il y a nous on dit concours d'entrée, mais le terme générique c'est examen d'entrée, on va vérifier donc certaines aptitudes, donc effectivement donc en langue ou en langue française ou on voit en langue étrangère, mais également l'aptitude à la création, à la recherche et puis et à la motivation en fait donc du futur étudiant. Alors, on a une autre question d'une maman. Sa fille aimerait faire un DNMAT spectacle avec une spécialité costume. Comme c'est très sélectif en plan B, elle voulait faire un DTMS avant de retenter sa chance. Est-ce que c'est pertinent et comment on s'y inscrit? Alors, est-ce que c'est pertinent? J'ai envie de dire, ça c'est un choix qui est fait, qui est personnel, mais sa fille peut tout à fait candidater directement en DNMAT après son bac, sans problème. Et là, je pense que justement, quand on est sur le DNMAT, il faut vraiment s'intéresser au domaine un petit peu de la création. Et donc, on peut lui conseiller justement d'aller voir un petit peu ce qui se fait dans les domaines de la création. Parce que quand elle va rentrer sur Parcoursup et quand on va rentrer sur les DNMAT, les vœux se font sur la plateforme. Il y a la possibilité de motiver son projet, donc de dire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cela. Et qu'est-ce que j'ai pu faire par ailleurs dans ma vie autre que lycéenne qui fait que j'ai une aptitude à la création, j'ai de l'imagination, j'ai un sens de l'initiative. Elle peut aussi motiver son projet, ce qui va mettre en avant justement sa candidature. Donc les plans B, ça peut être quoi par rapport au DNMAT? Parce que c'est vrai, c'est quand même très sélectif. C'est une filière sélective et d'ailleurs ça vaut pour toutes les formations artistiques qui sont assez sélectives. On conseille toujours d'élargir les vœux sur Parcoursup. Ne pas faire qu'un seul vœu, ce serait vraiment réduire ses chances d'admission. Pour rappel, l'année dernière, les candidats avaient fait en moyenne 9 vœux sur la plateforme. Sur les 10 qui sont sur les 10 qui sont possibles, bien qu'un BTS donne la possibilité de faire des sous-vœux aussi. Donc il y a des BTS design encore qui existent, qui sont en train d'être transformés en DNMAT, mais qui existent encore et ça permet de faire des sous-vœux. Donc, un candidat qui a la possibilité de faire 10 vœux, j'ai envie de lui dire, ne faites jamais le choix de ne mettre qu'un seul vœu parce que ce serait très restrictif et donc on diminue ses chances d'être prise. Il est toujours bon, si on s'intéresse au domaine des arts, si on met beaucoup de filières sélectives, des écoles d'art, des DNMAT, peut-être de se mettre un petit vœu de secours sur une licence d'art qui sont moins sélectifs et donc plus de chances d'intégrer et qui peuvent être un plus pour ensuite revenir si on veut changer de parcours après. Ça veut dire que ça n'empêchera pas de retenter le DNMAT l'année suivante? Bien sûr que non, oui, bien sûr. Une autre question, quelle est l'importance réelle des notes de première et de terminale par rapport à la motivation? Parce que c'est vrai que vous en avez beaucoup parlé, mais quand même, quelle est l'importance des bulletins scolaires? Alors l'importance, je dirais que ça dépend de chaque formation, non pas seulement de chaque école, mais de chaque formation, puisque c'est chaque formation qui met en place des critères d'examen des dossiers. Donc les dossiers sont étudiés individuellement, Enfin, je ne veux pas parler à la place de mon collègue, je le laisserai s'exprimer pour les écoles d'art, mais dans les formations BTS, DNMAT, de licence, les dossiers sont examinés de façon individuelle. Donc oui, bien sûr, on va regarder les notes parce que, on l'a dit tout à l'heure, un candidat qui n'est pas capable de s'exprimer à l'oral ou à l'écrit, alors qu'il va devoir à un moment donné interagir, même s'il veut faire du théâtre, il va y avoir quand même une part d'expression importante dans ce qu'il va faire. Ça va poser un problème. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que les formations, en fonction de leurs attendus, vont regarder certaines notes, certaines disciplines et vont peut-être se focaliser sur ce qui les intéresse au plus proche de leur formation.
C'est vrai aussi pour les écoles supérieures d'art. Je rejoins ce que dit Hélène, dans la mesure où, effectivement, chaque dossier est regardé attentivement, et dans certaines écoles d'art, sinon dans toutes les écoles d'art plastique, les candidats sont vus par le staff de l'école. Ils ont un entretien avec eux, je pense, sur la motivation, ce qu'ils souhaitent faire, parce que souvent, donc la première année est une année propédeutique, et donc les étudiants vont hésiter entre l'option art ou l'option design ou l'option communication, et au cours de la première année, l'équipe pédagogique pourra dire, bon écoute, en fait, tu es plutôt doué pour ça, mais est-ce que tu es en accord avec ton don? Voilà, et donc il y aura un dialogue entre l'étudiant et l'équipe, et ensuite l'étudiant choisira, mais en tout cas il sera conseillé pour aller sur telle piste. Sur le spectacle vivant, alors il y a des écoles où il y a tellement de candidats, donc c'est d'abord une étude de dossier, donc un peu ce que disait Hélène. En revanche, des écoles où il y a moins de candidats, en tout cas au deuxième tour, on rencontre tous les candidats, et ensuite ils sont mis en situation, et ensuite il y a un troisième tour. Voilà, donc ça c'est pour les écoles de théâtre notamment. Alors, on a 2 autres questions qui arrivent, d'une maman certainement. Mon fils vise une école privée qui n'est pas sur Parcoursup. Doit-il quand même s'inscrire sur la plateforme? Moi, je lui conseillerais de s'inscrire sur la plateforme parce que si il n'a que ce vœu unique auprès duquel il va aller s'inscrire directement, puisque l'école n'est pas sur la plateforme, on lui conseille de faire un vœu de secours parce qu'on ne peut pas lui garantir que cette école va le prendre. Enfin, il n'a aucune garantie d'avoir... Didier vient de l'expliquer, il va y avoir des tests, il va y avoir des entretiens, et malgré son appétence forte pour cette école, parce que ça relève de son champ de prédilection, certainement, on ne peut pas lui garantir qu'il va être pris. Donc, des vœux de secours lui permettront quand même de se retrouver dans une formation pendant une année, et peut-être que cette année lui permettra aussi d'affiner son projet, parce que s'il n'a pas été pris, c'est peut-être pour des raisons qu'il n'est pas en capacité, parce qu'il n'a pas été en capacité de s'exprimer correctement ou quelque chose. Et donc, une année de plus va peut-être lui permettre justement d'aboutir à son projet. Mais en tout cas, on conseille bien sûr, comme je disais tout à l'heure, aux candidats, aux élèves de terminale et aux candidats en réorientation, vraiment de faire plusieurs vœux. Il faut mieux être prudent. Il vaut mieux jouer la prudence parce que ça a été rappelé aussi, il y a un grand nombre de candidats sur ces écoles pour finalement un nombre d'élus un peu plus restreint. Nettement restreint, oui. En général, vous avez quelques chiffres à donner sur les écoles, ça se mesure par exemple, comment? le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, c'est une promotion de 30 étudiants. Et vous avez combien de candidats? Plus entre 1000 et 2000 candidats, vous voyez ce que je veux dire? C'est énorme. Et donc, c'est un process qui dure sur 6 mois. Voilà. Ça veut dire très clairement que pour 30 places, s'il y a 1000 candidats, les 30 meilleurs vont être pris à un moment donné et un choix va être fait par rapport au profil de l'élève, aux démarches artistiques, tout un tas de compétences qui vont être retenues. Ça ne veut pas dire pour autant que les autres candidats ne sont pas bons. Et souvent, ça peut être vécu et ressenti comme cela par le candidat. Et c'est là où il faut leur dire, tentez aussi votre chance ailleurs parce que c'est très, très sélectif. C'est un petit peu comme quand on se présente à un concours, on peut être bon et parfois on n'est pas pris quand même. Donc il faut retenter sa chance, il ne faut jamais lâcher. C'est l'engagement aussi. Et puis il y a un jour où on peut ne pas être bon alors qu'on est réellement bon. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir une chute de tension à ce moment-là. Ça peut arriver. Voilà. Il faut garder la confiance en soi. Alors. Absolument. Tout à fait. Il y a une question qui revient un petit peu au profil qu'on a évoqué tout à l'heure. Je suis en terminale STMG, spécialité mercatique. Est-ce que j'ai une chance d'intégrer un BTS audiovisuel? Est-ce que vous avez une chance? Oui, mais une fois de plus, sur les BTS audiovisuels, là c'est le dossier Parcoursup qui va être regardé dans son intégralité. Donc si on a quelque chose à mettre en avant dans son projet motivé, c'est là qu'il faut vraiment le mettre en avant. Il y a un certain nombre de places qui sont réservées pour les bacheliers professionnels. Les bacheliers technologiques, bien sûr, on les regarde avec intérêt sur ces formations-là. Donc il faut vraiment mettre en avant son projet. Pourquoi est-ce que je veux aller dans l'audiovisuel? Et est-ce que j'ai un petit parcours à côté? Est-ce que j'ai une pratique par ailleurs? Ou est-ce que j'ai pu faire des réalisations concrètes qui me permettent justement de dire aux commissions d'examen des vœux
je fais ce vœu en connaissance de cause parce que j'ai fait ceci ou cela. Ça, c'est toujours important de le mettre en avant. Alors ça, vous disiez qu'on pouvait le mettre en avant à travers l'entretien, par exemple, pour les écoles d'art. Mais pour un BTS, comment pour on un peut BTS, vraiment alors le il faut mettre en avant absolument le mettre en avant dans Parcoursup, sur le projet de formation motivée et D'accord. sur ses centres d'intérêt. C'est-à-dire, il y a 2 entrées. Il y a le projet de formation motivée, c'est je veux faire un BTS audiovisuel parce que, voilà pourquoi je veux le faire, j'ai déjà un projet. Et après, dans mes centres d'intérêt, par ailleurs, j'ai déjà une pratique dans une association, j'interviens déjà derrière une caméra, dans tel ou tel, voilà, dans mes loisirs. Et ça, il faut le mettre en avant. Mais ça veut dire qu'il faut quand même déjà presque avoir une expérience dans le domaine de l'art pour pouvoir postuler dans ces formations-là. Pas une expérience, mais en tout cas une réelle motivation. Une motivation. Donc si à un moment donné, dans les centres d'intérêt, on peut avoir des intérêts sans avoir la pratique. Donc il faut aussi le dire, parce qu'à un moment donné, la commission va regarder pourquoi est-ce que ce candidat-là, qui au départ, on peut imaginer, était destiné à faire autre chose, vient ici. Et il a certainement des raisons profondes, et donc il faut qu'il les exprime. On reviendra peut-être un peu plus tard sur ces questions de motivation et de dossiers qui sont exprimés. On a une autre question d'Angélique. Bonjour, je fais une année de prépa cette année. Est-ce que je peux postuler pour un DNMAD espace sur Parcoursup et accepterait-il de me prendre en 2e année ou est-ce que je dois reprendre en 1re année? Alors a priori, si on passe par la plateforme Parcoursup, c'est bien sûr en 1re année. Après, rien n'empêche la personne concernée de se renseigner auprès de l'école pour voir si la classe préparatoire qu'elle a fait lui donne des équivalences pour intégrer directement une 2e année, ce qui peut arriver sur certaines formations. Mais si le souhait est de recommencer un cursus, on passe par la plateforme Parcoursup et on démarre un cursus en année N, bien sûr. Ok, donc il peut y avoir quand même des passerelles entre les formations. Il peut y en avoir, bien sûr. Est-ce qu'il faut classer ses vœux par ordre de préférence? Si on vise vraiment une école en particulier, est-ce qu'on peut le dire sur Parcoursup? Eh bien non, on ne peut pas le dire. Il n'y a pas de liste hiérarchisée sur Parcoursup. Donc on fait les 10 vœux. Il faut savoir que les écoles de leur côté n'ont pas accès à un classement non plus. Donc ce n'est pas parce que vous inscrivez l'établissement X en premier dans votre liste qu'il va apparaître comme le numéro 1. C'est important de le savoir, il n'y a plus de hiérarchie sur Parcoursup. Donc les 10 vœux, si le candidat fait 10 vœux, seront examinés et étudiés de la même manière. Et c'est pareil, si on s'inscrit aujourd'hui, est-ce qu'on a plus de chances d'être accepté que si on s'inscrit au mois de février ou au mois de mars? Alors on n'a pas plus de chance, mais je conseille toujours aux candidats de ne pas attendre le 12 mars, qui est la date butoir, pour s'inscrire, parce que on peut être surpris par, je vais dire une banalité, mais une coupure de courant, une panne d'électricité, un problème avec son ordinateur, ça arrive. Donc on déconseille vraiment d'attendre la dernière minute, d'autant que quand le candidat va commencer à s'inscrire, il va voir que c'est un process qui prend un petit peu de temps et qu'il faut prendre le temps de rédiger tous ces projets de formation. Donc c'est un moment qu'on prend pour soi aussi. Il faut se dire que ça va prendre du temps, mais ce n'est pas parce que je m'inscris aujourd'hui que j'ai plus de chance, parce qu'en fait, la période d'inscription n'est pas terminée jusqu'au 12 mars. On disait tout à l'heure qu'il y avait plus de 650 formations artistiques. On fait que 10 vœux. Comment on fait pour choisir ces 10 vœux? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà peut-être sur Parcoursup, le processus avec les sous-vœux et peut-être dans un deuxième temps revenir sur les concours qui existent dans les écoles, comment on fait pour sélectionner les écoles peut-être? Alors déjà en effet, sur Parcoursup, donc les candidats peuvent faire 10 vœux, plus des sous-vœux s'il s'agit d'un BTS. Donc si on demande un BTS audiovisuel, cela compte pour un vœu, mais on peut mettre 10 jusqu'à 20 sous-vœux, donc 20 établissements différents, ce qui multiplie déjà le nombre de vœux par 3, puisque au total on pourrait en faire 30. Par contre, s'agissant des écoles, bien sûr, chaque fois une école compte pour un vœu quand ils sont intégrés sur la plateforme. Donc il faut faire un choix. Alors comment est-ce qu'on fait ce choix? Je pense que souvent il y a d'abord qu'est-ce que l'on veut faire, parce qu'on ne va pas aller choisir une école d'architecture si on veut faire de la danse, si on ne va pas aller choisir de la musique si on veut faire du paysage. Donc déjà il y a un choix qui peut s'opérer. Quand on rentre sur la plateforme, il y a un moteur de recherche. Ce moteur de recherche, on peut l'utiliser de différentes façons. On peut l'utiliser de manière géographique, parce qu'on peut avoir des contraintes.
géographiques aussi, liées à son domicile, liées à sa vie personnelle. Donc on peut utiliser ce moteur de recherche-là. Et puis il y a le moteur de recherche plus large par mots-clés qui va nous montrer, si je rentre école de danse, les écoles de danse, partout où est-ce qu'ils se situent. Et donc après, par contre, c'est les critères des écoles. Après, est-ce que vous avez une précision à apporter sur le choix des écoles? C'est difficile. C'est difficile, effectivement, parce que, par exemple, pour les écoles d'art, on constate que via les concours existants, un candidat potentiel va faire 4 concours d'entrée, mais il y aura une logique. C'est-à-dire qu'il aura repéré dans les écoles l'enseignement sur l'animation ou sur le dessin animé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce sera Angoulême, Poitiers, ce sera Amiens. Enfin, voilà, il y aura 3-4 écoles. Et donc là, il y a une logique. Voilà. Par rapport aux spécificités de l'école. Voilà, et aussi ont déjà une idée. Au vœu premier voilà, du futur étudiant. Donc il sait qu'il a 4 écoles. Donc, alors, soit effectivement, comme le dit Hélène, il fait un vœu avec 4 sous-vœux à ce moment-là. Et donc, mais il a intérêt à... Enfin, je ne comprendrais pas qu'il fasse d'abord art visuel, donc art plastique, et tout d'un coup il dit tiens, danse ou bien cirque. Voilà. En revanche, marionnette, pourquoi pas? Parce qu'il y a la marionnette virtuelle, numérique qui existe. Donc ça peut être intéressant aussi. Et donc, Amiens, Charleville-Mézières ne sont pas très loin. Enfin, voilà, donc il y a des choses, il pourrait y avoir des logiques, mais simplement, on n'est pas dans le même état d'esprit. D'un côté, on va fabriquer un objet, on créera un scénario, un décor, donc une histoire, un dialogue. Ça, c'est la marionnette. De l'autre côté, on s'intégrera dans un projet beaucoup plus global où on dépendra de quelqu'un qui va commander un dispositif ou un objet. On n'est pas forcément créateur, on sera peut-être co-créateur, on répondra à une commande, alors que de l'autre côté, on sera un artiste créateur. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça qu'il faut penser un peu à ce genre d'éléments en amont. Voilà. Parce que ça interroge un petit peu, ça veut dire qu'il faut quand même avoir une idée assez précise de ce qu'on veut faire quand on s'inscrit sur Parcoursup. Le petit Alexandre dont la mère a posé la question tout à l'heure, il sait ce qu'il veut déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ne sont pas dans cette logique, je pense. Bien sûr. Et en même temps, ce qui est demandé, c'est aussi très large, très vaste. C'est aussi ce que permet de faire la plateforme cette année, cette nouveauté, c'est on a une formation qui est affichée et en dessous, une petite rubrique formation similaire. Et donc ça permet là aussi de dire, voilà, je voudrais faire ça, mais j'ai d'autres formations similaires. Et on a créé un double référencement aussi qui permet justement d'identifier des formations auxquelles on n'a pas forcément pensé. Oui. Voilà, par exemple, la marionnette numérique, je découvre aussi. Donc c'est vrai que voilà, il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et cette petite clé de formation similaire va permettre aux candidats justement d'avoir une visibilité plus complète sur l'offre de formation, même plus élargie pour lui permettre justement d'affiner ses choix. Alors, si je peux me permettre, s'agissant de la marionnette numérique, avant que d'arriver à la marionnette numérique, naturellement, l'objet créera un objet, la marionnette traditionnelle, donc soit la vénitienne, soit une marionnette d'Extrême-Orient. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y aura différentes étapes, et ensuite, il aura son propre process créatif. Voilà, donc vous avez des spectacles merveilleux de marionnettes numériques. Bon, on aura appris des choses. C'est ça. Et si on hésite entre, je pense beaucoup en fait au DNMAT par exemple, où il y a je crois 14 mentions. On ne les connaît pas toutes exactement. Si on hésite entre plusieurs, c'est difficile aussi après d'écrire dans sa lettre de motivation, je veux absolument faire ça, alors qu'en fait on hésite avec peut-être une autre spécialité. Et d'ailleurs si on hésite, on peut mettre les deux. Hein. Rien ça ne sera pas rédhibitoire. Bien sûr que non. On peut mettre plusieurs... Justement, le vœu BTS ou DNMAD avec telle spécialité, on le met. On met le deuxième si on n'est pas sûr, parce qu'on a cette possibilité de mettre jusqu'à 10 vœux. Et ce n'est pas parce qu'au moment où on fait ces vœux, nous ne sommes pas sûrs, et ce n'est pas parce qu'on fait ce vœu-là que l'autre établissement va le savoir, puisque personne ne sait quels sont les vœux que l'étudiant a fait. Ça permet à l'étudiant vraiment de faire des vœux en toute liberté, sans se poser des questions, à savoir, voilà, est-ce que j'aurais dû en mettre un en premier, un autre? J'ai la liberté, je peux élargir mes choix et j'essaye d'agrandir le champ des possibles
pour ne pas me retrouver dans une situation compliquée au moment de l'admission. Mais est-ce qu'il faut jouer la carte de l'honnêteté vis-à-vis des établissements auxquels on postule, que ce soit pour des formations qui sont sur Parcoursup, le dire dans sa lettre de motivation, et celles qui ne sont pas sur Parcoursup, est-ce qu'on le signifie? Dans les lettres de motivation, on ne signale pas quels sont les établissements que l'on a demandé sur Parcoursup. Justement, c'est vraiment un processus de vœux individuel à chaque fois pour que le candidat se sente à l'aise, justement, quand il rédige son projet motivé. Parce que quand on rédige une lettre de motivation, on ne va pas dire à l'employeur c'est la même chose, voilà, je candidate chez vous, mais en même temps, j'ai candidaté chez votre concurrent ou votre voisin d'en face. Donc vraiment, on joue, je voudrais cette formation, on met tout ce qu'on peut mettre en avant pour cette formation, mais ça n'empêche pas de faire la même chose avec une autre formation parce qu'on a ce même intérêt pour deux formations qui peuvent être connexes, similaires ou très rapprochées. Alors, on a une autre question qui est assez précise. Est-ce que c'est possible pour un élève de partir 1 an à l'étranger? Et comment on fait son retour en France quand on veut se réinscrire dans le supérieur? Alors, plusieurs possibilités. Si on parle d'année de césure, quand on parle d'année de césure, on s'inscrit dans la formation. D'ailleurs, c'est souvent à l'université que cela se produit, l'année de césure. On peut aussi le demander dans les lycées publics. Je pense que c'est moins fréquent dans les écoles parce que je pense que les écoles n'ont pas la possibilité de garder la place. Par contre, à l'université, c'est possible. On s'inscrit au moment de l'inscription administrative dans l'établissement. On demande au directeur de l'établissement si on peut faire une année de césure. On part et on revient et la place nous est gardée. Ça, c'est pour l'année de césure. Après, partir à l'étranger au moment où on a été accepté dans une école d'art, ça me semble compliqué. Ce sera plutôt entre la fin du premier cycle et le début du deuxième cycle, ou alors, comme de toute façon, il y aura 3 mois, entre 3 et 6 mois on va dire, de formation dans un autre établissement ou une activité qui a un lien direct avec la formation. Donc on part à l'étranger à un moment donné, quoi, voilà. Très bien. Je crois que Monsieur Bruno, vous avez un impératif. On va vous laisser quitter le plateau. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. On va continuer, nous, ce Facebook Live avec vous, Hélène Thompson. Et puis, on va également, en attendant, revenir sur des questions aussi qui concernent Parcoursup. Je pense que c'est important peut-être de rappeler le calendrier qui est assez précis, le calendrier de Parcoursup. Si vous voulez vous inscrire, on l'a dit, en DNMAD, en BTS, dans des licences et d'autres formations de formation artistique. Le calendrier donc, de Parcoursup est assez précis. Les inscriptions ont ouvert le 22 janvier. Vous avez jusqu'au 12 mars pour créer votre dossier et mettre les vœux qui vous intéressent. Donc on l'a dit, jusqu'à 10 vœux et 20 sous-vœux maximum pour toutes les formations. Mais vous avez ensuite jusqu'au 2 avril pour finaliser ces inscriptions et ce dossier. Et ensuite, vous aurez vos réponses à partir du mois de mai. Alors, concernant les formations artistiques, là, on nous posait une question sur les études à l'étranger. Est-ce que c'est pareil? Les écoles proposent des formations en alternance, par exemple. Est-ce que ça existe dans les écoles d'art? Alors, je pense que l'alternance dans les écoles d'art, elle est de fait, puisqu'il y a une pratique qui est demandée dans le cursus. Après, quand on parle d'alternance, je pense que la question de l'apprentissage qui est demandée, et là, très clairement, il faudra qu'on regarde quelles sont les formations sous statut apprentissage dans ce domaine-là qui intègrent la plateforme. Les écoles d'art sous statut apprentissage, personnellement, je ne les connais pas. Mais alors peut-être au-delà de l'alternance et de l'apprentissage, les stages? Bien sûr. Alors il y a forcément dans les écoles d'art des moments de stage. C'est la même chose d'ailleurs dans les BTS et dans les DNMAD parce qu'on demande une certaine pratique artistique quand il s'agit des écoles d'art, une certaine pratique manuelle de la création. Et donc à partir du moment où on demande ça, les jeunes sont obligés à un moment donné d'aller se confronter à cette partie-là du futur métier. Et donc les stages sont dans toutes les formations d'art, me semble-t-il qu'il y a un moment où le candidat, le futur étudiant, a un moment de stage. Bon, ça, il faut se renseigner de toute façon auprès de l'information directement. Bien sûr. On parle beaucoup de book dans les écoles d'art. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment important, de déterminant? Alors, c'est même obligatoire pour certaines écoles d'art parce que ça permet de montrer qu'on a une certaine pratique. Ce n'est pas obligatoire dans toutes, mais dans beaucoup.
y compris dans les DNMAD et les BTS, c'est de pouvoir présenter un petit peu ce qu'on est en capacité de faire, même si on n'est pas un dessinateur avec beaucoup de talent, c'est de pouvoir dire voici ce que je fais et une réflexion personnalisée posée à côté. Donc ça rejoint aussi les questions que l'on disait tout à l'heure, d'avoir des compétences en matière d'expression, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de l'expression graphique, en quelque sorte, mais c'est l'interprétation que l'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce que Didier, tout à l'heure, il en a parlé, c'est la connaissance de soi, quand on rentre dans ces métiers-là aussi. Et c'est aussi, qu'est-ce que je veux exprimer? Parce que quand on parle du design, par exemple, le design est partout autour de nous, que ce soit sur le vestimentaire, la voiture, les meubles, tout. Et donc, qu'est-ce que je veux exprimer quand je dessine quelque chose? Et donc ça, il faut pouvoir le mettre par écrit aussi dans son book. Le book n'est souvent pas que de l'image, comme on a tendance à le penser, mais il y a aussi une partie d'expression écrite qui va avec. Qui peut être importante, d'accord. Une question d'une maman. Ma fille est en prépa art cette année. On doit choisir ses futures écoles. Est-ce qu'elle doit à nouveau repasser par Parcoursup? Oui. Tout à fait, puisque les classes prépa ne sont pas sur Parcoursup. Donc là, on intègre la plateforme. Bien sûr, il sera très bon de mettre dans son projet de formation et dans son CV le fait qu'elle a participé. Il faut le valoriser. Il faut le valoriser, hein, ce qu'elle a déjà fait, bien sûr. Ça veut dire qu'elle a déjà une certaine pratique et un historique qui va être primordial pour certaines écoles. Mais ce n'est pas pour autant que les prépas sont obligatoires, en fait, quand on va intégrer les formations artistiques. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de prépa obligatoire puisque ces écoles sont directement accessibles au niveau post-bac. Après, il y a quelques classes préparatoires qui donnent des ECTS, mais sont très rares. Donc des crédits. Ce sont des crédits qui permettent justement de poursuivre son cursus. Mais actuellement, donc, la classe prépa n'est pas une obligation pour intégrer ensuite une formation artistique. Alors on parlait tout à l'heure des hésitations entre les formations. Et là, on a Max qui demande « J'hésite entre une CPGE MPSI », donc plutôt scientifique, et une école d'art du cirque. Est-ce que les deux vœux sont compatibles? Les deux vœux sont très différents, différents, mais je pense qu'en cherchant, on peut retrouver un domaine qui est un petit peu élargi, mais que je vois, c'est le spatial, le graphisme. Quelqu'un qui fait des maths, il doit certainement être très bon en géométrie. Et donc, il y a aussi ce côté, mais je pense, pour être plus sérieux, qu'il a deux envies qui sont totalement différentes. Les deux vœux peuvent être bien sûr formulés sur Parcoursup. Il faut le faire, si on a envie, il faut le faire. C'est bien aussi de discuter peut-être autour de soi, avec sa famille, avec son professeur principal qui va pouvoir peut-être le guider. Mais bien sûr, on peut faire un vœu de classe prépa MPSI et en même temps, on peut avoir envie d'aller faire une école de cirque et c'est complètement compatible. Vous, qu'est-ce que vous préconisez concrètement? On est encore au mois de janvier, on le disait tout à l'heure, on a jusqu'au mois de mars ou même jusqu'au mois d'avril pour compléter son dossier. Mais jusqu'au 12 mars pour formuler les vœux et on le rappelle parce qu'on n'attend pas le 12 mars pour le faire. On n'attend pas le 12 mars, mais quand on hésite à ce point-là, on met les deux. On met les deux quand même. On n'hésite pas à un moment donné, on met les deux parce que si c'est vraiment deux vœux j'ai envie de dire intrinsèques, il faut mettre les deux. Et comme ça, on a un petit peu plus de temps pour se décider, parce qu'après, il va y avoir le moment de l'admission aussi, qui va peut-être régler les choses pour nous. D'accord, qui pourrait être déterminant à ce moment-là. Qui pourrait être déterminant. Et donc se donner peut-être un petit peu plus de temps s'il y en a besoin. Mais donc ça rejoint aussi la réflexion du petit Alexandre de tout à l'heure, c'est-à-dire j'essaye dès l'âge de 15-16 ans de commencer à réfléchir à mon projet. J'ai 3 années au lycée accompagnées avec des moments dédiés maintenant à l'orientation. Donc j'essaye de profiter de ces 3 années pour affiner mon projet et arriver en terminale avec un projet. Là, ce jeune Max, visiblement, il a 2 projets parallèles. Donc la question au bout du compte, c'est quel métier est-ce que j'ai envie de faire aussi derrière? Est-ce que j'ai envie d'être artiste du cirque? Parce que très clairement une école du cirque mène vers cela. Ou est-ce que j'ai envie de faire des études longues? Parce que quelqu'un qui intègre aussi une classe prépa, c'est quelqu'un qui est parti pour faire plutôt des études longues dans le domaine scientifique, visiblement. Donc voilà, et est-ce que si vraiment j'ai un doute, je mets les deux bien sûr, mais voilà, je travaille mon projet. Donc là, on va continuer à se renseigner sur la formation, sur les débouchés aussi. On se rend sur les sites qui sont disponibles, on se rend auprès d'un conseiller d'orientation, on en discute avec ses professeurs principaux, on en discute avec sa famille.
Mais rien n'empêche de faire les deux vœux qui sont totalement différentes et il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer lors de la phase d'admission? On va recevoir toutes les réponses d'admission en même temps? Tout à fait. Alors tous les vœux qui sont faits jusqu'au 12 mars, on complète son dossier si besoin au-delà jusqu'au mois d'avril, vous l'avez dit. Et ensuite, à partir du 19 mai, les réponses des établissements vont arriver en même temps, parfois avec un petit décalage, mais dès qu'on a une réponse, dès qu'on a plusieurs réponses, on est obligé de choisir. Donc là, par contre, la question que pose Max, il va falloir qu'il ait anticipé et qu'il ait réfléchi en amont, même si sur la plateforme, il n'y a pas d'hiérarchisation, lui, dans sa tête, au 19 mai, il faut que ça soit clair. C'est-à-dire, est-ce que si en même temps je suis prise dans une école de cirque et si en même temps je suis prise en classe prépa, qu'est-ce que je choisis? Là, il faut le savoir. Donc, ça veut dire que je ne le sais pas aujourd'hui très bien. Je mets de côté mes vœux, je les note sur un bout de papier et je réfléchis à l'ordre, à l'hiérarchie qui est personnelle, qui reste personnelle pour lui. Mais je réfléchis parce qu'au 19 mai, il faut que je sois en capacité de dire c'est ça que j'ai envie de faire. Et là, il faut choisir. Et là, on ne pourra pas attendre, on aura quelques jours, mais il faudra choisir. Alors, on a une question justement par rapport au calendrier. On n'a peut-être pas été assez clair sur le 12 mars et le 2 avril. Qu'est-ce qui se passe concrètement à ces deux dates-là? À partir du 12 mars, après le 12 mars, on ne pourra plus ajouter de vœux. C'est-à-dire que tous les vœux, donc école du cirque, classe prépa, DNMAD, école du spectacle vivant, tout ce qu'on veut faire, il faudra que ce vœu il soit intégré dans la plateforme au 12 mars. Ce qui n'empêche pas que j'ai peut-être pas fini de rédiger certains points de mon dossier et je vais pouvoir continuer à le compléter jusqu'au mois d'avril. Ça peut être quoi? Ça peut être les lettres de motivation? Ça peut être les lettres de motivation, les centres d'intérêt. Voilà, j'ai peut-être pas mis tout ce que je voulais, j'ai le temps de peaufiner. Rien n'empêche de continuer ce travail-là, mais on ne pourra plus rajouter de vœux. Donc vraiment, le 12 mars, c'est la date butoir et on conseille toujours vraiment d'anticiper cette date butoir pour toutes les raisons qui peuvent nous tomber dessus ce jour-là. On va peut-être justement parler des grandes dates qui sont à retenir. Donc là, du 22 janvier au 12 mars, on fait nos vœux. On fait nos vœux. On peut commencer à compléter le dossier aussi, bien sûr. On avance en même temps. Alors là, vraiment, c'est un choix qui est personnel, mais un candidat peut vouloir en même temps qu'il fait son vœu, rédiger son projet pour ce vœu et vraiment aller au bout de chaque processus pour chaque vœu. Ou alors je formule mes vœux et après je décide de motiver mes projets et mes centres d'intérêt. Donc ça, c'est les vœux, c'est jusqu'au 12 mars à minuit, à 23h59. Mais attention, vraiment, c'est précis. Attention, c'est précis. Et ça veut dire qu'au-delà, on ne pourra plus rajouter de vœux. Et donc après, le 2 avril, c'est définitivement terminé. C'est ça, on ne pourra plus rien rajouter. Et donc, ça veut dire qu'il faut, une fois qu'on a rentré ces vœux, il faut les confirmer. Il faut que ces vœux, parce qu'on peut avoir des petites hésitations, et jusqu'au 2 avril, on peut avoir ces hésitations. Au 2 avril, il faut que les vœux soient confirmés, validés avec tous les documents, tous les projets de motivation, les lettres de motivation, les centres d'intérêt, tout est complet. On ne pourra plus rien modifier après le 2 avril. Et donc là, à partir de là, c'est transmis aux établissements qui regardent à travers les critères qu'ils ont établis. C'est là où il y a tout l'examen, justement. Les commissions d'examen se mettent en place avec parfois des milliers de dossiers. On l'a vu tout à l'heure, pour une école d'art, ça peut être 1000 dossiers. Donc, ils vont les étudier, les examiner et faire un classement dans les écoles d'art pour ensuite donner les résultats d'admission à partir du 19 mai. Et là, ça se poursuit quand même jusqu'au mois de juillet. Ça se poursuit jusqu'au mois de juillet avec une petite interruption pendant les périodes d'épreuve du bac. Oui. Parce que les élèves de terminale, qui sont quand même notre public majoritaire sur la plateforme, ont pendant une semaine autre chose à penser que leur admission post-bac. Donc sinon, ça se poursuit jusqu'au mois de juillet. Alors, ce sont quand même ces formations artistiques, ce sont quand même des formations qui sont pour la plupart sélectives, à part les licences. Si on n'est reçu dans aucune des formations, qu'est-ce qui se passe pour les candidats? Alors déjà, en amont, on espère que le candidat aura fait un vœu de secours non sélectif. Mais dans le cas où un candidat n'aurait malheureusement fait que des vœux sélectifs et qu'en plus de cela, malheureusement, il n'est pas retenu, il a la possibilité de contacter son service académique d'information et d'orientation. Une commission existe pour examiner tous les dossiers des candidats qui n'auraient pas eu de proposition. Avant ça, il y a une procédure complémentaire.
Donc ça veut dire qu'il y a des formations qui à un moment donné peuvent être complets, mais qui finalement, grâce au désistement d'étudiants, vont se retrouver avec de nouvelles places disponibles. Donc on conseille aussi de regarder cette procédure complémentaire dès qu'elle ouvre pour pouvoir voir si justement il n'y a pas des formations d'art. Il en reste en général l'année dernière par exemple. Dans les BTS, dans les DNMAD, surtout. on peut se retrouver avec quelques places vacantes et donc là il faut en profiter avant de contacter justement un service plus individualisé. Quel conseil vous donneriez peut-être pour terminer aux candidats qui veulent peut-être accéder à des formations artistiques l'année prochaine? Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis surtout allez-y. Pour l'avoir fait moi-même, pour avoir été dans ce domaine artistique, c'est avant tout de la passion. Il faut avoir une passion pour cela parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ça demande de l'engagement. C'est quelque chose de très prenant qui prend sur votre vie personnelle. Donc allez-y, mais il faut vraiment être engagé. Il faut être motivé, il faut avoir de la passion. Pour ces métiers-là, ce sont des métiers, ce qu'on appelle des métiers passion. Donc il faut le faire. Il faut aussi ne pas oublier qu'il faut avoir des compétences aussi d'expression et donc ne pas négliger les compétences scolaires qu'on est en train d'acquérir et qu'on a acquis tout au long de ces années collège et lycée. Parce que c'est une part importante justement des compétences attendues et on pense souvent que parce que je suis bon en danse, je ne vais plus avoir besoin de français. Voilà, il ne faut pas oublier ces compétences-là. Ce sont souvent des compétences transversales dont on aura besoin dans un grand nombre de disciplines. Donc faites ces vœux-là, jouez aussi parfois le secours, c'est-à-dire voilà, mettre un vœu non sélectif et retenter sa chance l'année d'après. Rien n'est perdu, on peut toujours retenter sa chance. Eh bien, on terminera par ces mots-là. Merci beaucoup, Hélène Thompson, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci, Pauline. Ce Facebook Live spécial Parcoursup touche à sa fin. Merci donc à vous d'avoir répondu et merci à tous de nous avoir suivis. De toute façon, si vous avez d'autres questions parce qu'on n'a peut-être pas pu répondre à toutes les interrogations, eh bien, nous vous donnons rendez-vous directement sur le site de l'étudiant.fr, rubrique Parcoursup. À très bientôt.